Salut à tous, bienvenue sur Sport en France. Asseyez-vous confortablement dans votre canapé. Vous êtes au cœur d'une grande et belle soirée de handball féminin. La Ligue Butagaz Énergie va reprendre ses droits dans quelques instants, dans une heure tout au plus, avec notre première diffusion, le match entre le Paris 92 et Chambray. Et avant cela, la traditionnelle émission de début de saison où on va passer en revue tous les effectifs et puis ressasser un petit peu ce qui s'est passé et se projeter sur le championnat à venir et l'actualité. Pour commenter le match, Amélie Goujon sera en ma compagnie, ma fidèle acolyte, et elle est avec nous ce soir en plateau. Salut Bonsoir. Amélie. Bonsoir Amélie. Alice Mazins, également en notre compagnie. Alice, joueuse du Paris 92 qui est blessée, on y reviendra, et qui est bien avec nous pour l'éclairage un petit peu de l'actualité, puis aussi du Paris 92. Salut Alice. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous allons ouvrir le premier chapitre avec Paris face à Chambray. Avant cela, on va juste si vous le voulez bien, faire un petit flashback d'il y a de cela quelques semaines, quelques mois, avec ce championnat de France qui était tout simplement énorme, qui nous a livré une finale d'anthologie avec le BBH Brest qui est sorti vainqueur de son opposition face à Metz. C'est loin, mais pas tant que cela. On s'en souvient, Amélie, avec la large victoire de Metz à l'aller et retournement de situation avec Brest qui s'est octroyé son premier titre. Ouais, c'était vraiment une des plus belles finales de LFH depuis son existence, hein, avec ce scénario juste incroyable, avec ce rebondissement entre les deux matchs, le retour du public en plus à ce moment-là. Enfin, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait en termes d'éléments pour que tout le monde vibre, à la fois les joueuses, à la fois les spectateurs, nous. Enfin, vraiment, c'était top. Alice, vous avez sans doute suivi ce match avec une énorme intensité. En tant que joueuse, quand vous voyez ce qui se passe comme ça, ce match-là, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire du très très haut niveau en fait. C'est ces deux équipes qui ont fait toute la saison en Ligue des Champions l'année dernière et qui ont eu énormément de matchs à jouer et qui se sont battues toutes les deux jusqu'au bout pour remporter le titre. Donc c'est vrai que c'était une très belle rencontre en aller-retour et on espère que cette année, il y aura d'aussi beaux matchs. Avec donc peut-être potentiellement encore un mano à mano, une lutte entre Brest et Metz, ou peut-être des invités surprises. Hein. On évoquera cela éventuellement avec Nantes qui a remporté une Coupe d'Europe et qui a également des ambitions pour cette saison en Ligue Butagaz Énergie. On sera en communication, en liaison avec Guillaume Sorina, le coach non plus du NAHB, mais des Neptunes de Nantes. Telle est la nouvelle appellation du club nantais. On fera signe si Guillaume est en connexion et on le fera interagir. On va parler justement de cette équipe de Brest qui va remettre son titre en jeu. Peu de changements, mais des changements quand même. À savoir déjà Anna Gross qui n'est plus dans notre championnat et qui est partie du côté de la Russie. Également Bella Goulden, mais de recrutement avec Hélène Fosk, avec Kouyaté qui est encore blessée. Mais voilà, donc tous les postes ont été remplacés pour celles qui sont parties. Et également un nouvel entraîneur, Amélie, avec Laurent Bezeau, qui a pris d'autres fonctions, d'autres responsabilités ailleurs, plus dans le handball. Et Pablo Morel, que vous connaissez bien, qui va avoir un nouveau chantier, un nouvel exercice pour lui, vous l'avez connu au Paris 92, ici, Paris à l'époque, qui s'occupait plutôt de jeunes joueuses avec quelques joueuses confirmées. Là, ce sera un autre contexte pour lui. Ouais, c'est vrai qu'il va vraiment franchir une autre marche. Quand on pense à la gestion peut-être du leadership, ça va être quand même un petit peu plus particulier encore, notamment en termes de gestion d'ego. On est dans une équipe où il y a des forts caractères. Après, les différents changements aussi font que il peut y avoir, c'est vrai, Anna Gross, c'était la MVP du championnat, c'est une joueuse exceptionnelle, extraordinaire. Elle n'est plus là, mais il a quand même des joueuses de qualité. Peut-être la Kouyaté, vous en parliez, un peu plus complète, notamment en défense-attaque, qui va revenir dans quelques temps. Mais on se dit qu'il peut avoir un collectif très homogène. Il va aussi essayer d'utiliser les jeunes parce qu'il a moins de moyens, mais il a une saison qui va être longue avec cette Ligue des Champions qu'il va découvrir, parce que c'est vrai qu'il n'a jamais été coach dans ce contexte-là. Donc bien sûr, c'est un autre challenge, mais ça va être très rythmé pour lui. Il a d'énormes qualités. Je pense que le défi va pouvoir le relever. Mais bien sûr qu'il y aura des choses qu'il va apprendre cette saison avec ses joueuses et tout son staff. C'est très bien dit. Des choses à apprendre, des choses à donner.
en un mot soit dit, un échange justement. On écoute Pablo Morel qui s'explique un petit peu sur sa méthode. Il y a une nécessité maintenant d'avoir l'humilité de comprendre que notre métier, c'est pas d'imposer, mais c'est bel et bien de partager, d'accompagner. J'ai la chance de travailler avec des joueuses qui ont des titres, des expériences que je n'ai pas. Et c'est factuel. C'est pas pour autant que je n'ai rien à leur apporter, mais c'est bel et bien un échange et un partage d'expériences. Donc voilà, j'espère pouvoir écouter, de pouvoir questionner, de partager un maximum d'avis. Mais c'est vrai que j'ai aussi énormément de passion pour ce sport-là, pour l'aspect tactique, technique, le terrain en lui-même. Et donc j'essaye d'être le plus présent possible quand même à côté de mes joueuses pour pouvoir travailler et pouvoir performer. Alice, vous êtes formée au club du Paris 92 et dans vos jeunes années, vous avez eu l'occasion de côtoyer Pablo. Qu'est-ce que vous en ressortez de cette collaboration avec lui ? C'est vrai que je l'ai eu en tant que coach quand j'ai signé au centre de formation de Paris. Je l'ai aussi eu quand j'avais 12-13 ans au comité départemental du 94 avec Yacine Messaoudi. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et donc à Ici Paris-Andre, ça s'est très très bien passé et je pense que c'est une personne qui apporte beaucoup à un groupe. Et là, comme le disait Amélie, il va avoir des choses à apprendre mais énormément à apporter sportivement et humainement à mon avis. Donc voilà, bonne saison à lui. Finalement. Et je crois me souvenir, ce qui vous avait marqué, Amélie, c'était sa faculté à aller dans le détail avec des séances spécifiques qui étaient vraiment très instructives. C'est vrai qu'il a beaucoup d'armes dans sa besace, à la fois sur le côté technique où il est capable de faire des spé, mais là, ça ne sera pas forcément l'objet de son travail. Peut-être si... il a le temps de prendre les jeunes du centre de formation, mais il a aussi, c'est un super bon manager sur le banc. Il a une super vision du jeu et donc il sent bien les choses. Il a une sorte de feeling, très doué dans le secteur offensif. Voilà, et je pense qu'il a énormément travaillé pour en arriver là et que ce sera assez intéressant de voir comment il va remanier. C'est vrai que là, finalement, dans le paysage du handball français, tous les anciens de l'époque qui ont roulé leur bosse pendant des années, on ne les voit plus. Il ne reste plus que Thierry Vincent à Celle. Mais il y a eu un énorme renouvellement des entraîneurs qui apportent des choses différentes du handball très moderne et Pablo en fait partie. Je pense que si on avait voulu travailler les transitions, on n'aurait pas fait mieux. Parler de jeunes entraîneurs qui arrivent et qui émergent. Donc Guillaume Sorina, est-ce qu'il est avec nous? La connexion est établie. Salut Guillaume. Salut. Tu entendais un petit peu nos échanges à propos de Brest, à propos de Pablo et donc de cette lutte quand on revenait en arrière avec cette finale entre Brest et Metz. Nantes va peut-être rentrer dans cette danse, dans cette lutte. Déjà, toi, en tant qu'entraîneur des Neptunes de Nantes, quel regard as-tu sur la formation brestoise ? L'équipe de Brest, tu veux dire, effectivement, grosse armada. Elles ont effectivement perdu Gross et Goulden, mais elles restent ultra compétitives et vont avoir la possibilité de jouer sur tous les tableaux. Ça va évidemment, avec Metz, je pense, se jouer tout au long de la saison. Ça sera peut-être celle qui fera le moins d'erreurs. Mais évidemment, Brest reste un des grands favoris. Tu les as affrontés durant la préparation, il me semble. Oui, on les a joués effectivement en prépa. On a fait un bon match de prépa, on va dire. Ça veut dire avec des buts, de l'intensité. Donc on a essayé de jouer nos chances, de proposer des choses, tout en essayant d'en cacher certaines. Voilà, sans autre idée que d'essayer de jouer et de prendre du plaisir sur ces derniers matchs de préparation pour essayer d'emmagasiner un petit peu de confiance. Et voilà, ça a été un très beau match de prépa, remporté sur le fil par Brest. Voilà, on va essayer, nous, cette saison, de conjurer un petit peu le sort, parce que pour l'instant, on a été capable de faire de très bons matchs face à Brest, mais on n'a pas été capable de l'emporter à la fin. Donc voilà, on continue de travailler, on continue
de progresser. L'objectif va être d'essayer de les embêter un petit peu plus longtemps. Ouais, ça sera votre objectif aux Nantaises et également à tout bon nombre d'autres formations. C'est ça le lot du champion sortant, d'être le chassé. Et d'ailleurs, la capitaine du BBH, Coralie Lassource, en est bien consciente. Nous, on veut forcément garder notre titre. Donc on va devoir travailler encore plus dur parce que je pense que les équipes voudront nous battre tout simplement, encore plus qu'avant. Ouais, il ne faut pas qu'on se mette de pression par rapport à ça parce que déjà ça ne nous va pas. On joue tellement mieux quand on est plus libéré et qu'on ne prend pas la tête. Donc je pense que nous on va juste être concentrés sur nous et faire les meilleurs matchs possibles et jouer notre meilleur jeu. Voilà, avec Coralie Lassource qui arbore le rôle de capitaine à Brest et en équipe de France et qui va essayer encore d'emmener sa formation vers les sommets, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, parce qu'on rappelle que Brest était tout proche d'accrocher une toute première Ligue des Champions au handball français. Ça aussi également, vous aviez suivi de près le Final Four. Ouais, c'est sûr qu'avec les filles de Paris, malgré tout... C'est un truc de fou d'avoir une équipe française qui a fait le Final Four. La saison d'avant, c'était Metz. Là, Brest et qui fait une finale. On a suivi ça à fond. Malheureusement, elles ne l'ont pas remporté, mais elles ont tellement fait une saison incroyable que je pense que elle se le garde pour une prochaine. Gageons. On était donc avec Guillaume qui disait qu'il cachait un petit peu le jeu. Il aura le temps parce que l'opposition entre Nantes et Brest, ça sera fin janvier. Donc il y aura pas mal de choses qui se seront passées d'ici là. On parlait de Brest, on parlait de Metz également, évidemment, qu'il faut les concurrents avec la phrase finalement qui est devenue culte du président Thierry Weisman, du président messin, qui disait que le Metz Handball perdait un titre tous les 5 ans. Donc voilà, Metz également en reconquête. Parlons de cet effectif messin des Dragons qui ont perdu quelques joueuses, mais qui se sont sacrément renforcées et peut-être dans un domaine, savoir la percussion plus que la force de frappe de loin, avec notamment Bruna De Paula qui est partie de Nantes pour rejoindre Metz. Est-ce qu'on a une équipe messine qui est plus forte que la saison passée ? J'ai l'impression que ça va détonner. Leur base arrière est quand même impressionnante. Vous parliez de justement cette capacité au duel, notamment avec Bruna De Paula ou Méline Nokandi, mais il y a Misiewicz, il y a Orlan Kanor qui va faire son retour à un moment donné aussi, Burgard de l'autre côté, plus Emma Jacques. Il y a un peu tout ce qu'il faut en termes d'arguments sur la base arrière, plus Tamara Horacek qui est venue en plus étoffer cette base arrière. Ça va donner encore plus de consistance dans le jeu avec plein de possibilités tactiques pour Manu Mayonade. Ouais, Tamara Horacek, Chloé Valentini également la championne olympique qui joue au même poste que vous. Et puis donc Tamara Horacek, votre ancienne partenaire qui est de retour aux sources en quelque sorte à Metz et qui peut être une sacrée plus-value également. Oui, je pense qu'elle va pouvoir apporter beaucoup à Metz comme elle a pu le faire avec nous à Paris. Tam, c'est quelqu'un qui apporte tant en attaque qu'en défense. Elle est tout le temps déterminée et hyper focus et toujours à fond dans ce qu'elle fait. Donc je pense qu'elle va avoir plein de choses à leur apporter et je lui souhaite à elle aussi une belle saison parce que ça me fait plaisir quand même de la retrouver dans le championnat français. Guillaume, on a parlé donc des recrues messines et donc de Bruna De Paula. Elle vous a régalé toute la saison dernière, grande artisane de la bonne saison et du titre de championne d'Europe que vous avez réussi à ramener. Là, elle va être dans le camp d'en face, donc c'est pas évident. Et donc ça renforce Metz. Et juste une petite question, c'était injouable de la retenir parce qu'on savait qu'elle avait 1 an plus ça en option, c'est ça ? Tout à fait. Il faut signaler également les recrues brestoises. Fosque, c'est aussi un apport de taille pour l'effectif brestois. Ces 2 clubs ont fait des recrutements très intelligents. Non pas que les autres n'en aient pas fait, mais c'est des recrutements qui viennent compenser les départs et de façon très intelligente. C'est vrai que Bruna, c'était très compliqué pour moi de la laisser partir parce que humainement, c'est une personne extrêmement attachante.
Sportivement, on en était peut-être un petit peu devenu dépendant à un moment. Mais après, elle est venue me voir dès que les choses ont commencé à se faire avec Brest. Et c'était impensable pour moi d'empêcher une telle joueuse et une telle personne de vivre un rêve, le rêve de jouer la Ligue des Champions, de vivre toutes ces expériences. Je désespère pas de la retrouver un jour, mais voilà, pour moi, c'était impossible de l'empêcher de vivre ça. En ayant été sportif, en l'ayant vécu, en sachant ce que ça peut procurer, ce que ça peut apporter comme émotion, comme expérience. Voilà, c'était impossible pour moi de l'empêcher de vivre ce rêve-là. Et je le redis, humainement, Bruna est une personne extraordinaire qui va nous manquer, qui va énormément apporter à Metz. Mais voilà, c'est le jeu. À nous de continuer à travailler pour continuer à être de plus en plus attractif, de continuer à essayer de figurer en haut du tableau et pour pouvoir peut-être un jour récupérer Bruna. Et du coup, Amélie, fort de Bruna de Paula, puisqu'on vient d'en parler, c'est peut-être quelque chose qui avait manqué à Metz la saison dernière, où lorsque le collectif Parfaitement Huilé, qui fait la marque de fabrique de Metz et du jeu prôné par Emmanuel Mayonade, était un petit peu cadenassé, eh bien, notamment le jeu de loin pour mettre en position de tir les shooteuses de loin. Là, on a ce fameux duel, ce côté imprévisible qu'apporte la Brésilienne. Ouais, c'est sûr qu'il y avait Méline Okandi qui avait brillé, notamment sur la finale dans ce registre-là. Là, on se dit que si par moment il y a une association entre les deux, il va falloir gérer tout ça en défense parce que là, c'est juste énorme. Il y a vraiment plein de possibilités. En plus, avec Chloé Valentini qui peut défendre en numéro 2, donc Bruna qui va être à l'aile. Enfin, tout ça a été un peu imaginé pour que tout se déroule bien pour Metz. Ouais, donc en somme, de la stabilité avec des ajustements à des postes clés où il y avait quelques petits manques peut-être pour Metz. On va écouter justement Emmanuel Mayonade au sujet de son effectif. Déjà, j'imagine qu'on sera plus rapidement rodé que tout le monde. Je l'imagine. Après, effectivement, il y a la réalité du terrain. Les autres seront peut-être davantage frais que nous, intellectuellement, à minima. C'est vrai que quand on change, quand on est dans un environnement nouveau, on est toujours super content, etc. Et les choses, elles se tassent ou elles redeviennent un petit peu plus normales plus tard. Donc voilà, on a les avantages de nos inconvénients et les inconvénients de nos avantages aussi. Donc voilà, ça prendra la forme que ça devra prendre. Mais en tout cas, effectivement, j'ai senti que très vite... on était dans une dynamique intellectuelle assez positive. D'abord parce qu'on n'a pas eu tout à reprendre, tout à refaire. Même si on a pris le parti cette année d'échanger énormément, de prendre plus de temps en amont de la séance, pendant la séance, après la séance, pour en débriefer un tout petit peu. Mais voilà, on a une équipe intéressante. On a changé, vous l'avez dit, un peu de monde. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à jouer. Il n'y a plus qu'à jouer, évidemment. Alors bien sûr que le tableau est beau, mais pas complètement idyllique de bout en bout pour Metz avec Melvin Debat, votre copine, hein, qui finalement donc va mettre entre parenthèses sa carrière, et également la pivot ukrainienne Olga Perederi. Guillaume, donc voilà, on a parlé de Brest et de Metz. Votre équipe, justement, elle s'est renforcée de manière intelligente. Eh bien, on en profite pour saluer Blandine et Dansette, Camille et Glonsorina, qui prennent leur retraite après une très belle carrière en club et en équipe de France. Et du coup, il a fallu refaçonner tout ça avec, tu vas nous détailler les recrues, mais surtout... Le plus clinquant, entre guillemets, c'est Stromberg, que tu avais réussi à dénicher avant qu'elle époustoufle tout le monde durant les Jeux Olympiques avec la sélection suédoise. Oui, grâce à la venue d'Alan, il y a maintenant 2 saisons et demie, on avait réussi à nouer des contacts particuliers avec le club de Viborg. Et on a conservé ces contacts. La preuve en est, cet été, on a fait un stage où Viborg était présent et on a continué de tisser un petit peu ce réseau. Et c'est vrai que j'avais discuté avec Karine au moment où elles étaient venues en France, au moment où nous étions allés à Viborg. L'idée a fait son chemin et quand l'opportunité s'est présentée, j'ai essayé de la saisir.
Ça a mis un moment. Il a fallu présenter le projet, présenter le club, puisque le club était déjà en train de changer, d'évoluer. Les perspectives aussi qu'on allait pouvoir essayer de mettre en place. Et puis ça s'est fait. Donc on a réussi à conclure entre guillemets cet accord. Et Karine nous arrive donc aujourd'hui. Beaucoup de gens ne la connaissaient pas forcément et sont surpris parce qu'ils se sont intéressés à elle au travers des Jeux Olympiques. Et donc, j'ai eu pas mal de réflexions du genre oh, dis donc, Karine, c'est vraiment bien, c'est intéressant. Mais oui, c'est intéressant. Mais on a travaillé, tous les clubs travaillent sur le recrutement. C'est un travail qui prend du temps. On n'a pas toujours on récolte pas toujours les fruits de nos efforts, mais voilà, là, Karine va effectivement beaucoup nous apporter. Mais elle ne sera pas seule, comme je l'ai dit, on a perdu Bruna, de qui on était un petit peu dépendant à un certain moment. L'objectif cette saison dans le recrutement, il est d'être capable de consolider notre défense, parce que tu l'as dit, on a perdu Blandine, on a perdu Camille, qui étaient deux éléments très importants dans notre système défensif. Karine, je dirais, vient pour remplacer Camille au poste de numéro 3. Raissa vient un petit peu pour emmener cette expérience et ce côté défensif des numéros 1 pour remplacer Blandine. Et après, l'objectif, il était, avec nos recrues, d'amener du danger un petit peu de partout pour faire en sorte qu'on soit un petit peu moins prévisible. C'est ce sur quoi on a travaillé pendant la prépa. Et on verra si le travail a été suffisant et si le recrutement a été assez bon. Et voilà, si on arrive à atteindre ces objectifs-là. Merci Guillaume pour t'être arrêté avec nous, d'avoir consacré le temps. On sait que tu as encore deux, trois choses à régler pour peaufiner cette entrée en matière dans cette Ligue Butagaz Énergie. Juste pour un dernier mot, on parlait de Kari Strandberg, que tu as réussi avec tout le monde, ton staff et ton président justement, Johan Schwinn-Joubert, avec le groupe Réalité. Lorsqu'on arrive justement à tirer des joueuses comme ça, lorsqu'on arrive à confectionner un projet de la sorte, bien c'est que clairement on a envie de s'installer sur le paysage de la Ligue Butagaz Énergie. Oui, bien sûr, on a envie de continuer à progresser. Je vous avouerai que j'ai encore ce petit goût amer de la 5e place parce qu'on aurait espéré faire mieux en championnat. Et c'est vrai que si on veut continuer à attirer des joueuses de ce calibre-là, il faut pour ça qu'on continue à être dans le haut du tableau. Il faut pour ça qu'on continue à afficher de belles prestations en Coupe d'Europe. Il faut qu'on continue à exister sur la scène européenne et dans le haut du championnat. Ça va être très compliqué parce que beaucoup d'équipes se sont renforcées, Paris, Chambray, Besançon, voilà, qui ont pour objectif aussi de briller dans le haut du tableau. Les équipes aussi, toutes se sont renforcées. Je pense à Bourg-de-Péage, Plan de Cuc s'est renforcé également, Mérignac, voilà. Ça va être un championnat très dense et je pense que le fait que les équipes de proue, on va dire, du navire LBE continue de performer, va permettre de continuer à développer l'attractivité du championnat et faire en sorte que le championnat soit de plus en plus dense. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de match facile, mais ça veut aussi dire qu'on fait bien notre travail et qu'on continue à être attractif. Donc c'est plutôt bien. Ouais, et puis après, par effet de domino, championnat attractif, dit équipe de France qui performe. Voilà, ça c'est au bout du compte, tout le monde s'en satisfait. On voyait derrière toi, Guillaume, le clip de présentation de Neptune avec évidemment ce projet, ce recrutement et à terme une nouvelle salle. Voilà, tous les grands clubs, quel que soit le sport, essayent de se doter d'infrastructures de haut niveau. Après, faire venir du monde, faire venir des joueuses. Voilà un petit peu le cycle vertueux. Merci Guillaume d'être venu avec nous et puis à très bientôt sur ce plateau ou sur les terrains. À bientôt. Salut. De son aveu, entraîneur des Neptunes de Nantes, Paris c'est évidemment largement renforcé. Vous aviez une saison passée où il a fallu, et c'est les mots de votre entraîneur Yacine Messaoudi, bricoler au gré des blessures, au gré des aléas. Là, vous êtes au club depuis maintenant pas mal d'années. Est-ce que finalement ce groupe aujourd'hui est peut-être pas le plus fort, le plus complet que vous ayez connu? Complet, je pense que c'est le mot, oui. C'est vrai que l'année dernière, on a eu une saison
assez difficile à vivre, mais qui, après coup, a été hyper enrichissante parce que tout au long de l'année, on a dû se relever de plein de petits pépins physiques, des aléas liés au Covid ou autres. Donc je pense que sur du moyen terme ou du long terme, ça va nous servir. Donc là, après, pour la saison à venir, on a des joueuses d'expérience qui viennent nous renforcer. Surtout sur la base arrière, ce qui nous avait un peu manqué l'année dernière, notamment avec la blessure de Debo qui nous a mis un petit coup, quoi. Donc là, beaucoup de recrues sur la base arrière et des joueuses de niveau international, pour étoffer tout ça et équilibrer un peu avec la jeunesse de notre équipe qui est toujours c'est un petit peu l'ADN du club. Pour compléter les propos d'Alice, les recrues dont on parle, c'est Nyoncia Nyombla, Lara Gonzalez notamment, et des joueuses qui ont énormément d'expérience et qui viennent à Paris bien justement pour permettre à Paris de titiller le haut du classement et puis même de performer en Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai qu'il faut à peu près au moins 6 arrières de très haut niveau avec Marilène Sachka en plus. Sachka, évidemment. Aussi une variété super intéressante avec Laura Flip. Donc forcément, c'est vrai que d'avoir autant d'arrières au départ pour lancer la saison, ça peut être que bénéfique pour Paris. C'est vrai que sur les 10 dernières années, il y a eu plein de belles performances, mais ça s'est toujours essoufflé sur la fin des saisons parce qu'il manquait de la profondeur de banc. Là, il y a un vrai choix du club d'essayer justement d'offrir les meilleures possibilités, notamment à Yacine Messaoudi, pour aller au bout d'une saison qui va s'offrir à lui. Yacine qui récupérera donc Déborah Lassource, qui avait été blessée, rupture du tendon d'Achille. Et vous, Alissa, dites-nous en plus sur l'état de votre reprise et quelle est la nature de votre blessure. Alors j'ai eu un petit problème à la hanche qui s'est fait un peu sur la fin de saison dernière et que j'ai dû commencer à régler, en tout cas pendant les vacances, pendant la trêve. Donc là, actuellement, je suis en rééducation et tout se passe bien. Donc bon, je ne sais pas encore trop quand je vais pouvoir reprendre. Je vais vous poser la question, mais on ne sait pas, ça peut évoluer. Mais... on n'est jamais trop sûr des délais. En tout cas, aujourd'hui, moi, je me sens très bien et je continue de travailler avec le club et je ne suis jamais très loin du groupe parce que ça me tient à cœur de rester dans cette dynamique de groupe, etc. Et justement, là, la préparation, elle a été de quelle nature là, pour vos coéquipières? Vous avez suivi ça de près? Elle a été, je pense, en tout cas d'un avis un petit peu extérieur, je pense que ça commence à être un peu long. Là. Tout le monde a hâte de reprendre le championnat. Après, moi, de tout ce que j'ai suivi, de tout ce que j'ai vu, elles ont vraiment bien travaillé. Et le staff a organisé les choses pour que les filles soient prêtes mercredi pour la première journée de championnat. Après, on est une équipe, je pense, qui va continuer de se construire tout au long de la saison. On ne sera pas pas à 100% quand même, parce que je pense que tout le monde va être à fond. Mais il y aura une montée en puissance, forcément. On va avoir cette recherche-là d'être toujours meilleure journée après journée. Et voilà, je pense que c'est comme ça pour tous les clubs. Tout le monde a envie de reprendre. Amélie, on a eu l'occasion de suivre à plusieurs reprises le Paris 92 la saison dernière. On avait vu les résultats, ce qu'ils parvenaient à faire, Yacine Messaoudi et ses filles, malgré l'adversité. Là, on est sincèrement curieux avec Maï Sachka, avec Nyoncia Nyombla, avec Lara Gonzalez de voir ce que ça peut donner avec un effectif... en tout cas quantitatif. C'est juste. Et comme c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question, parfois les entraîneurs ont plus de facilité à gérer un groupe réduit et à essayer de bricoler comme ça. Là, d'avoir un nombre énorme, d'avoir énormément de possibilités, parfois ça complique la tâche des coachs. Je pense que Yacine Messaoudi nous a dit qu'il était ravi, que c'était vraiment l'effectif de rêve, etc. Mais c'est un challenge encore un petit peu différent. Il y a une gestion aussi humaine encore différente en termes de cohésion d'équipe. Comment ça va prendre? L'année dernière, vous avez vécu, enfin nous de l'extérieur, on a vu une équipe incroyable en termes de dynamique, en termes de cohésion, de ce que vous avez eu.
vu. Chaque année est différente. On est curieux de voir comment ça va prendre cette saison. Avec donc ces recrues et ces jeunes joueuses dont vous faiaites partie, Adja Ouattara, Mieta Sissoko, Déborah Lassource, voilà, toute cette jeunesse et ces joueuses issues du cru, voilà, pour aider le club à aller toujours plus haut, un peu comme l'a fait la saison dernière Besançon, qui avait terminé 3e. Besançon qui effectue une légère mue avec Raphaël Tervel, donc, qui ne sera plus la coach numéro 1, mais c'est Sébastien Mizoul qui va prendre le relais. Sébastien Mizoul qui était à la formation, donc c'est-à-dire que les joueuses qu'il a eues en jeune sont désormais pros et dans l'équipe première, donc ce qui facilite peut-être cette intégration, et puis peut-être la mayonnaise prendra plus vite que prévu. On a eu l'occasion de s'entretenir avec Sébastien Mizoul qui nous parle justement de cette saison à venir. Ouais, je pense que ça va être important parce que si on prend une jeune joueuse comme Clarisse Méraud qui pourrait être encore en centre de formation, qui a signé son premier contrat pro, c'est une joueuse pro, contractuellement parlant, mais pour moi c'est une joueuse en formation. Donc je pense que mon vécu sur le côté formation de la jeune joueuse est important pour prendre cet aspect-là en compte. Et on a de la chance en Bourgogne-Franche-Comté de pouvoir s'appuyer, comme tu l'as dit, sur un pôle espoir qui est juste à côté du Palais, où il y a les meilleures joueuses de la région qui est ici. Un partenariat fort avec le pôle espoir et la Ligue, avec des passerelles entre le centre de formation et le pôle espoir, où il y a des entraînements communs et tout ça. Donc c'est vrai que les filles, les jeunes joueuses du pôle espoir, elles ont vite accès à ce qui se passe au plus haut niveau. Donc ça, c'est vraiment un plus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres pôles en France. Ça se passe comme ça, du fait de la proximité, donc il faut qu'on s'appuie là-dessus. Et c'est vrai qu'en Franche-Comté, c'est une terre d'handball, donc oui, on a des bonnes joueuses. C'est pour ça que le recrutement de cette année a été très peu fait vers l'extérieur au niveau des jeunes joueuses du centre de formation. Un recrutement, Amélie, qui était nécessaire malgré tout avec les départs de Chloé Valentini, de Lara Gonzalez, on a parlé, et d'Aistou Kouyaté. Oui, ce ne sont pas les moindres, les 3 internationales. Il a recruté d'ailleurs des Polonais sur la base arrière, et après il va s'appuyer énormément sur la dynamique, j'imagine sur la vitesse de jeu qui est quand même le gros point fort de Besançon, qui sera quand même énormément conservé au travers des différents profils qui se maintiennent dans l'équipe. Mais c'est vrai que ça reste une équipe qui sera européenne, qui va jouer des matchs aussi assez relevés, qui va prendre vite le rythme, j'imagine. Une équipe qui avait posé des difficultés à Paris la saison dernière. Je me souviens, premier match des playoffs, je crois que tu es venu gagner dans votre salle, où elles avaient vraiment commencé la belle dynamique. C'est une équipe qui peut-être n'est pas constellée de noms encore confirmés, mais ô combien efficace. C'est une équipe toujours compliquée à jouer, Besançon. Pas seulement la saison dernière, les saisons d'avant, c'est toujours comme ça. Je pense que là, cette saison, malgré les gros départs qu'il y a eu, la saison dernière, elles ont quand même pu s'appuyer sur des jeunes hyper talentueuses et qui ont eu pas mal de temps de jeu. Donc voilà, oui, comme Amélie disait, leur dynamique et leur jeu rapide, ça va être leur force, je pense. C'est donc un petit peu le fil rouge de cette LFA, de cette Ligue Butagaz Énergie, la densité, l'homogénéité, la concurrence. Et puis pour paraphraser Guillaume Sorena tout à l'heure, que toutes les équipes pouvaient battre à peu près tout le monde. Donc il va falloir faire face aux équipes qu'on vient de représenter en début d'émission. Il y a donc Besançon et donc on resserre un petit peu les taux avec Chambray, donc votre premier adversaire. Chambray qui sera également européen, qui n'a peut-être pas le vécu, l'historique de certaines autres équipes, mais qui année après année se construit. Et puis là, le recrutement, parce que également on parle de ça, le recrutement assez spectaculaire. Bon, il y a eu 7 arrivées parce qu'il y avait eu 7 départs aussi. Un nouveau cycle pour Chambray. Vous allez très vite vous frotter à elle. Ça va être une belle rencontre pour démarrer la saison. Elles ont, depuis qu'elles sont arrivées en Ligue Butagaz Énergie, elles se sont installées petit à petit, saison après saison. Et on a eu l'occasion de les rencontrer pendant la préparation. Et voilà, elles donnent l'image d'une équipe qui a bien travaillé et qui s'est totalement adaptée à toutes ces arrivées.
voilà, la rencontre va être croustillante. On voyait là, qu'il y a cette équipe qui a travaillé, on voyait là, les images d'entraînement avec évidemment en figure de pro Alexandra Lacrabert qui a rejoint Chambray, également un recrutement à forte consonance scandinave. Amélie, avant de vous donner la parole pour vous faire agir sur Chambray, on va écouter Nida Berkliacic, la vice-capitaine de cette équipe de Chambray. Très clairement, je pense que c'est un gros match à venir. Vous avez fait le bon choix de venir aujourd'hui. Deux belles équipes, deux équipes qui ont les mêmes objectifs, hein, très honnêtement. Je pense que ça va permettre de jauger les deux équipes ce soir. Maintenant, on verra, il y a eu beaucoup de changements de part et d'autre, peut-être encore plus chez nous. Donc c'est aussi avoir cette mayonnaise qui prend vite. J'espère que ce sera le cas pour nous. Les deux équipes vont se battre à fond pour la victoire, hein, mais j'espère que ça tournera en notre faveur et que ça pourra lancer de la meilleure des manières la saison. Donc, quoi de mieux comme ambassadrice, qui de mieux comme ambassadrice qu'Alice Mazin, c'est Nina Berkliacic, hein, ça va décoiffer, ça va détonner. C'est votre avis également, Amélia? Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que Paris part avec ce petit avantage d'avoir ce socle-là depuis quelques temps. Maintenant, ça a été des rencontres assez difficiles face à Chambray. On se souvient des contre-performances l'année dernière que vous avez pu vivre, notamment à Chambray. Même si la saison est encore différente, ça peut rester un petit peu dans les têtes. Donc voilà, à voir, même si c'est à domicile pour Paris, on a hâte de voir ce qui va se passer. Ça sera d'ici une petite demi-heure, hein, le lancement de cette saison sous les caméras de Sport en France au Palais des Sports d'ici les Moulineaux. Paris 92 face à Chambray. Voilà, après avoir parlé du titre, de l'Europe, eh bien... soyons exhaustifs, hein, parlant de tout le monde, toutes les équipes. On va parler, si vous voulez bien, de Toulon, une équipe de Toulon qui était en play-down la saison dernière et qui il y a eu un changement d'entraîneur en cours de saison avec Stéphane Plantin qui est arrivé à la place de Laurent Puységur. Toulon qui, pour le coup, un passé avec des titres, des Coupes d'Europe et qui a envie de retrouver le haut du tableau. En ayant un entraîneur qui est depuis le départ partie prenante dans l'effectif et dans la préparation, déjà ça va permettre d'être sur de bons rails dès le départ, en théorie. Oui, puis il a eu cette opportunité aussi de reprendre le groupe en cours de saison, donc il se connaissait déjà, ça a facilité aussi la mise en route. Il y avait de belles choses, notamment avec lui, à voir comment ça va pouvoir se profiler. Il y a eu pas mal de départs en retraite du côté de Toulon sur des joueuses assez expérimentées, mais il y a du talent, il y a des jeunes qui avaient montré de belles choses, qui vont essayer à nouveau de briller cette saison. C'est vrai que c'est une équipe depuis longtemps, on attend beaucoup parce qu'il y a un budget qui est quand même assez intéressant, parce qu'il y avait à chaque fois des recrutements reluisants. Là, c'est peut-être un peu moins retentissant que par le passé, mais il y a quand même de quoi faire une saison très convenable à chaque poste. Il y a quand même des joueuses qui ont les épaules. Qui ont l'expérience, bien sûr. Mais ça fait partie, Toulon fait partie de ces équipes avec également Fleury, avec Dijon qui étaient dans la partie inférieure du classement et qui ont envie d'être dans le bon côté, notamment Dijon qui avait raté son début de saison, qui avait un petit peu traîné tout cela comme un boulet. C'est ce que nous avait confirmé pour partie Christophe Mazel, l'entraîneur de la JDA Dijon. C'est l'objectif, c'est ce qu'on aurait voulu faire. On avait vraiment trop mal démarré la saison l'an dernier pour rattraper le retard au mois de janvier. Donc à mi-saison, on était sur une phase ascendante, mais pas assez pour se qualifier en play-off. Et c'est plutôt la dynamique de fin de saison qui était intéressante et la qualité du jeu. Les résultats qu'on a eus reflétaient la qualité du jeu proposé à ce moment-là. Donc on a terminé très très bien. Et j'espère qu'on va repartir de la même façon pour avoir des résultats plus en adéquation avec les ambitions du club. Oui, et notre équipe Fleury qui aura envie d'être dans le haut du tableau et en tout cas avoir une fin de saison moins stressante que la saison dernière. Fleury qui avait participé à la Coupe d'Europe et qui avait eu également des blessures et qui n'a pas pu jouer sur deux tableaux. À quel point, Alice, c'est énergivore de participer à ces deux compétitions? On s'en rend pas bien compte au début parce que on n'a pas la même formule que la Ligue des Champions. On est sur deux rencontres aller-retour, deux phases avant les phases de poule. Nous, en tout cas, d'avoir participé aux phases de poule, on s'en est vite rendu compte quand on a l'enchaînement des matchs tous les 3 jours.
je ne sais plus, Yacine nous avait donné un chiffre, mais en gros, on a beaucoup de matchs en très peu de jours, quoi. Donc, c'est des choses qui sont agréables à vivre en tant que sportive parce qu'on est tout le temps en train de bouger. C'est une expérience vraiment incroyable. Mais après, c'est sûr que physiquement, les corps le ressentent vite et c'est ça aussi qui a fait que l'année dernière, on s'est un peu essoufflé. Après toute cette période-là, c'est là où on a enchaîné les pépins. Donc, Amélie, vous corroborez les propos d'Alice. À quel point, il faut savoir gérer l'excitation d'enchaîner les matchs et en même temps gérer son corps tout en ayant ce besoin de performance et de résultats. Après, c'est aussi comment le club construit justement une équipe assez étoffée pour pouvoir essayer d'avoir l'énergie et disons la profondeur de banc qui permettent d'aller au bout. C'est vrai que les formules ont tellement changé, même en European League maintenant, c'est comme la Ligue des Champions, donc ça enchaîne énormément. C'est plus des matchs aller-retour. Là, on repasse à une formule classique. Il y aura plus ces playoffs, il y aura plus là tout ce qu'on a pu revivre, même si c'était pas prévu au départ la saison dernière. Donc des matchs aller-retour où il y aura pas beaucoup de marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir beaucoup d'échecs pour chaque équipe, notamment les équipes qui jouent en Ligue des Champions ou les équipes européennes. Et derrière, on aura des équipes avec les dents longues. Et là, je pense beaucoup à Bourg-de-Péage, par exemple, qui va pouvoir peut-être faire les troubles fêtes, mais ce ne sera pas la seule équipe. Il peut y avoir notamment Toulon, Fleury, toutes les équipes qu'on vient d'évoquer qui peuvent prétendre faire des résultats face aux équipes européennes qui vont avoir des enchaînements terribles et qui devront faire face à des équipes de championnat très denses. Oui, c'est vrai que Dijon, Fleury, Toulon n'ont pas de Coupe d'Europe. Bourg-de-Péage non plus, mais avait participé au play-off. Et Bourg-de-Péage qui fait pas mal parler en ce début de saison avec des matchs de préparation très intéressants. Une équipe de Bourg-de-Péage, eh bien, on y revient avec des joueuses expérimentées, avec Manon Houette qui a signé à Bourg-de-Péage. Et puis toujours ces jeunes que vous connaissez bien, l'Elena Granvaux notamment. Et une équipe qui peut vous ressembler en tout cas dans ce désir de jouer vite vers l'avant, de bien défendre et puis de mettre en avant les jeunes. C'est ça, c'est une équipe qui s'appuie beaucoup sur sa défense et sur le jeu rapide et un jeu organisé par sa demi-centre qui fait jouer ses arrières. Donc c'est vrai que c'est une équipe assez similaire à la nôtre. Qui c'est un peu comme nous, qui jongle entre des très jeunes joueuses et des joueuses d'expérience, avec le recrutement qu'il y a eu également cet été. Donc, c'est une équipe qui peut surprendre comme elle l'a déjà fait sur les saisons précédentes. Donc, à suivre. Oui, et puis vraiment, on y revient. Chaque équipe aura son objectif. On peut parler également de Plantecuq, on peut parler également de Mérignac, des équipes qui auront envie de prendre les points le plus rapidement possible, parce que vous l'avez souligné, une saison régulière où là, peut-être l'erreur sera un peu moins permise. Ah oui, c'est ça, exactement. On n'a pas parlé de Nice, mais ça sera un petit peu la même chose. Chaque équipe va essayer vraiment de prendre match après match en faisant le maximum pour se maintenir, gravir les points jusqu'au bout. C'est une formule qu'on n'a plus revue depuis longtemps, donc ça va être assez intense. Ouais, vous parliez de Nice, évidemment. Nous n'oublions pas les Aiglones qui avaient terminé en play-off également. D'équipe niçoise qui est souvent tapis dans l'ombre, mais qui est vraiment poil à gratter. On se souvient justement qu'ils avaient accroché leur place au play-off en venant gagner dans votre salle. L'équipe de Marianne Colef qui se stabilise un petit peu avec toujours... on parlait de défense et jeu rapide. Ce n'est pas ce qui caractérise forcément Nice, pour le coup, avec cette faculté à un petit peu imposer son propre rythme et de faire déjouer l'adversaire. C'est souvent ce qu'on dit quand on prépare les matchs contre Nice. Elles ont vraiment, c'est exactement ça. Elles imposent leur rythme et c'est souvent un piège pour les équipes qui les affrontent. Je ne vous cache pas que je n'ai pas bien suivi leur recrutement, les changements qu'il y a eu dans leur équipe. Donc ça va être un peu, je vais découvrir ça là dès aujourd'hui, dès la première journée du championnat. Mais c'est sûr que c'est une équipe toujours compétitrice et qui a cette hargne toujours de jamais lâcher les matchs jusqu'au bout. Donc voilà, ça
ça va être bien. Ça va être bien. Chaque match que nous allons vous proposer, chaque match que vous pourrez suivre hein, sur les réseaux des clubs, aura sa vérité, son histoire, avec toujours des matchs disputés, en tout cas, par rapport à certains championnats. Et c'est sans aucun chauvinisme. On a un championnat où il peut y avoir des surprises. Bien sûr que le championnat hongrois, par exemple, truste les titres européens, mais au niveau de l'homogénéité globale, au niveau de la structuration, on peut vraiment s'enorgueillir d'avoir un championnat qui, année après année, se structure et devient de plus en plus compétitif. Oui, alors vraiment, la Ligue, les clubs font un travail vraiment considérable pour maintenir et développer encore les choses. On est tellement heureux de tout ce qui a pu se passer la saison dernière. C'est une saison dorée pour le handball français féminin. C'est que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit dans les clubs, en European Cup, l'équipe de France. Voilà, et tout ça, à la base, c'est le travail des clubs et de la Ligue, donc ça va vraiment dans le bon sens. Et quand on parle de structuration, hein, la saison prochaine, hein, il y a la D2F hein, qui sera intégrée à la LFH, et donc l'occasion pour nous de parler de Celles-sur-Belle avec son entraîneur Thierry Vincent qui a réussi à faire monter Celles-sur-Belle, remonter Celles-sur-Belle parmi l'élite française, lui qui avait connu le succès avec Toulon. L'expérience de Thierry Vincent, eh bien, Justine Quebrandt, la gardienne, nous en parle. Oui, Thierry a l'expérience du haut niveau, donc c'est vrai que ça c'est un atout pour cette saison. C'était aussi un atout pour la saison dernière. On travaille, c'est important. On sait que ça va être difficile, mais on est prêt, on est tous prêts à ça. On le voulait, on y est. Donc on continue à travailler et on espère produire vraiment un beau jeu cette saison. Ouais, on verra cette équipe de Celles-sur-Belle, ce petit village de 5000 habitants. Faut l'imaginer ça quand même. C'est ça le charme aussi hein, d'avoir une salle pleine où chaque week-end, chaque jour de match, eh bien, tout le village va venir se masser. C'est comme voilà, vous voyez les images, hein, c'est comme au football, les matchs de Coupe de France où tout le monde eh bien, vient se réunir avec l'idée de faire tomber les équipes qui lui sont supposées supérieures. Oui. J'ai jamais eu l'occasion encore d'aller jouer dans cette salle. J'ai joué contre elles quand elles étaient en première division il y a quelques années. Mais on avait joué, enfin c'était à Paris, j'ai pas eu l'occasion de faire le match là-bas. Donc je vais découvrir ça et c'est toujours des matchs un peu compliqués dans ces petites salles où, voilà, où le public est chaud et il y a vraiment une communion entre l'équipe et le public. Donc hâte de découvrir ça. Ouais, de belles images hein, lors de la finale remportée face au Havre avec Thierry Vincent donc, qui a succédé à Pablo Morel hein, qui ensuite s'était arrêté 2 saisons à Celles-sur-Belle et avec Leslie Briémant, une ancienne parisienne. Voilà pour avoir été complet sur les clubs qui vont représenter leur vie, fièrement leur logo, leur écusson dans cette Ligue Butagaz Énergie. Nous, on va vous faire une petite incrustation avec ce qui vous intéresse aussi forcément, les prochaines diffusions sur Sport en France. Donc évidemment, nous allons ouvrir, on en a largement parlé avec ce match entre Paris et Chambray aujourd'hui. La semaine prochaine, eh bien, on suivra encore Chambray face à Metz et après vous voyez la suite et notamment les Neptunes de Nantes face à Bourg-de-Péage, Metz-Paris, Brest-Besançon et le dernier match de l'année civile. Bon, on a fait les choses bien. Bonheur du calendrier avec le Metz-Brest le 17 novembre prochain. Voilà pour cette Ligue Butagaz Énergie. On va pas en rester là. On va quand même parler de l'équipe de France. Pour finir en beauté, parler de l'équipe de France. Racontez-nous, vous étiez où pour le match face à la Russie ? Alors j'étais chez moi, il était 8h du matin, donc j'avais rien prévu d'extraordinaire. J'étais chez moi en famille avec mes parents. On a suivi le match, on a suivi toute la compétition d'ailleurs, voilà, on a regardé tous les matchs. Et c'est sûr que c'était une grande émotion. On a vraiment vibré devant le match et de le vivre avec Laura qui était sur le terrain, qui a énormément joué.
ça rajoute une petite saveur. Non, franchement, c'était top. La compétition était trop bien. Et chez les garçons aussi. Et oui, le doublé olympique cet été à Tokyo, avec, elle en parlait, Alice, de Laura Flip, qui était d'ailleurs dans l'équipe type des Jeux Olympiques, qui a été très performante, que ce soit sur la base arrière ou sur l'aile, ses premiers amours. Ouais, et puis là, particulièrement, elle a eu cette opportunité de montrer tout son savoir-faire, de peut-être créer un peu la surprise, notamment au travers de son débordement qui est juste exceptionnel. On a beaucoup aimé aussi ce retournement de situation. Elles sont allées tellement loin chercher cette performance, elles sont vraiment allées la chercher parce que c'était pas super bien parti la première semaine. Elles ont été poussées dans leur retranchement, et puis derrière, il y a eu une deuxième semaine fabuleuse. On s'était vu avant les Jeux en se disant, il manque ça. Il ne manque plus que ça, quasiment, à l'équipe nationale. Cette fameuse médaille d'or, et elles sont allées la chercher. Et on est vraiment très, très fiers. Filles et garçons en plus. Donc là, c'était carton plein pour le handball français. J'espère qu'on va pouvoir surfer encore sur cette belle dynamique. On l'espère, vous l'avez dit, Amélie, ce parcours qui n'a pas été linéaire, évidemment. Et Olivier Crumbles, il en est conscient. Il était aux premières loges. Il nous raconte justement un petit peu des facettes de cette construction du succès. On l'a construit ensemble déjà, ça je pense que c'est important, en essayant de continuer à pousser les joueuses à toujours plus d'autonomie et de travail. C'est vrai que pour réussir dans le sport, il faut du talent, mais Georges Brassens disait le talent sans travail n'est qu'une sale manie. Elles l'ont bien compris, elles ont du talent, mais elles ont énormément bossé, et comme elles ont un niveau d'ambition qui est très élevé, un niveau de conviction qu'elles peuvent y arriver, eh bien, elles ont un moteur interne qui est énorme. Il y a eu un peu de souffrance dans le groupe, notamment au début. Elles ont su merveilleusement bien réagir dans une réunion où elles ont fait preuve de sincérité, et elles ont réussi à faire l'unité. Et à partir de ce moment-là, c'était un rouleau compresseur. On ne peut pas trouver une seule joueuse de l'équipe de France qui n'a pas rempli sa mission et qui n'a pas fait une bonne performance. Donc, en ce sens, la victoire est assez logique. Magnifique, Olivier Crumbles, légendaire avec ses petites citations, ses références du Georges Brassens dans la construction d'un succès de l'équipe de France et de sa médaille olympique. Olivier Crumbles, que vous espérez peut-être avoir comme entraîneur. Voilà, la question détournée pour dire à l'équipe de France. Alice, est-ce que vous y pensez ? De voir toutes ces belles victoires du handball français féminin, c'est sûr que ça donne envie de participer à ce genre de choses. Après, la route elle est encore longue pour moi jusque-là, mais ça fait rêver. On ne s'interdit rien. On ne s'interdit rien. Et, 2024, ça va, c'est un objectif raisonnable. On verra. Bon, déjà, remettez-vous sur pied et puis retrouvez la plénitude de vos moyens pour aider vos partenaires. Et donc, étape. Du coup, là, vous serez donc une spectatrice avisée pour ce premier match face à Chambray. Amélie, forcément excitée. Alors, on va y aller, on va filer dans quelques instants avec cette saison, surtout avec du public. On a vraiment, bien sûr, on a parlé du scénario de la finale des derniers matchs de la saison dernière, mais ça a été aussi rendu possible et magnifié par le retour du public dans les salles. Et ça, c'est quand même l'essence même du sportif de haut niveau. Qu'est-ce que ça nous a manqué la saison dernière ? On était malgré tout très heureux de pouvoir continuer à procurer un peu d'émotion derrière l'écran, mais c'est vrai que ça va être une vraie plus-value sur cette saison. On espère que ça va perdurer tout le long de l'année. En tout cas, venez et suivez un maximum de matchs, parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Il y a tellement de belles choses, il y a tellement de travail fait. On est heureux aussi à Sport en France de pouvoir montrer au travers des différents reportages aussi des vraies histoires derrière les coulisses, les histoires des actrices derrière. Je trouve ça fabuleux. Et donc voilà, j'incite un petit peu tout le monde à venir sur ces rendez-vous. Déjà, on peut d'ores et déjà en parler à la mi-temps de ce match-là, Paris face à Chambray. Un sujet sur l'intégration express d'Alexandra Lacrabert
avec Chambray-Touraine. On verra ça. Donc ce sera à la mi-temps du match là, que vous allez suivre dans quelques instants. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Alice, d'avoir répondu à notre invitation. Amélie, à tout de suite, on n'en a pas terminé. Merci à Nicolas Baillet à la réalisation, à Clément Ritter au son, Sandrine David au maquillage. Et donc, on peut déclarer la saison de Ligue Butagaz Énergie ouverte sous les caméras de Sport en France avec François Caudal. Oui. C'est parti. À tout de suite et régalez-vous. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Et chaque semaine, rendez-vous pour des nouveaux chapitres de cette Ligue Butagaz Énergie. Salut.